La souplesse de ses reflets, la profondeur de ses couleurs, comme un écho au sentiment des canaux. Le velours vénitien allie l'un des matériaux les plus nobles, le fil de soie, à des techniques de tissage les plus complexes. La teinte rouge, les motifs sophistiqués en font une étoffe incomparable qui raconte la puissance passée de cette ville, son génie commercial. Venise était un empire maritime et le velours son étendard. Le velours exprime l'esprit d'entreprise des Vénitiens et leur capacité à produire de belles choses qui attirent les gens à Venise. C'est une histoire de puissance et une histoire de richesse, car c'est un tissu destiné aux plus riches. Au XIIIe siècle, Venise règne sur un empire maritime qui s'étend à travers tout le bassin méditerranéen. Clé de voûte de cette réussite, le commerce des matières précieuses et notamment des tissus, en particulier la soie, importée brute d'Orient. Dans le quartier populaire de Canareggio, le plus septentrional de la cité, les artisans développent autour de ce fragile fil les prémices d'une industrie textile. Canareggio est un quartier très vaste. Il est tout près du centre, mais il se déploie vers la lagune et vers toute la partie occidentale de Venise. Du côté de la lagune, on a installé les teinturiers qui avaient besoin de rincer les tissus. Il y avait aussi suffisamment de place pour installer les filatures de soie. C'étaient de grandes machines qui pouvaient occuper jusqu'à 2 ou 3 étages. Elles permettaient d'étirer la soie pour la rendre plus résistante aux tensions qu'elle subissait ensuite sur le métier à tisser. Les tisserands, eux, se sont installés dans les quartiers voisins. En bons marchands, les Vénitiens ne laissent passer aucune opportunité de développer ce commerce prometteur. Quand, en 1314, la ville toscane de Lucque est mise à sac par ses ennemis venus de Pise, c'est à bras ouverts que la République de Venise accueille près de 300 de ses habitants. Mais pas n'importe lesquels. Ce sont des marchands et des artisans, des entrepreneurs de la soie, qui sont parmi les meilleurs en Europe, probablement même les meilleurs. Ceux qui leur offrent l'hospitalité, ici, font partie de la noblesse marchande vénitienne, qui ont des liens avec la Chine. Ils importent de la soie, produisent des étoffes et ils sont ravis de voir arriver une soixantaine de familles qui provoquent un nouvel essor de cet artisanat. Les Vénitiens procurent aux tisserands venus de Lucque l'outil de travail qui leur permet d'exprimer tout leur génie technique. Et les artisans font profiter la cité des Doges du secret de fabrication du velours de soie. Sur leur métier à tisser, ils fabriquent simultanément 2 couches de tissu reliées entre elles par des milliers de fils. Ces derniers sont coupés au fur et à mesure par une lame placée entre les 2 tissus, formant une fibre au velouté inimitable. Cette étoffe précieuse devient rapidement l'une des principales sources de richesse de la Sérénissime. Dans le quartier du Rialto, épicentre marchand de la cité, le velours s'échange aux côtés de l'or et des épices les plus rares. C'était un peu le Wall Street du Moyen-Âge ici. On y croisait des marchands du monde entier qui venaient faire du commerce à Venise depuis l'Europe du Nord, d'Espagne, de France et même du Moyen-Orient. Il y avait de nombreuses échoppes de tissus sur le pont du Rialto, et notamment les plus renommées dans le domaine du velours. La République de Venise, gouvernée par ses élites marchandes, veut à tout prix protéger ce trésor qui aiguise les appétits.
Le velours se présentait en rouleau de 40 mètres de tissu. Et dès l'origine, de nombreuses lois ont été votées pour tenter de protéger les acheteurs parce qu'il y avait beaucoup de fraude. Par exemple, les premiers mètres du tissu étaient très beaux, très lourds, parce que c'était la partie qu'on montrait au client. Le client achetait 15 ou 20 mètres d'étoffe. Et puis, il découvrait que le reste du tissu n'était pas de la même qualité. Pour protéger la réputation de ces velours, la ville propose aux clients fortunés un service particulier leur certifiant l'origine des produits achetés, baptisé le parangon. Le parangon, c'était une sorte de petite foire qu'on organisait à l'occasion d'une visite importante lorsqu'un prince, un roi ou quelqu'un de la haute aristocratie européenne ou italienne venait à Venise. Plutôt que de faire traverser toute la ville pour visiter les ateliers les uns après les autres, on organisait cette foire pour permettre aux hôtes de découvrir ici les étoffes les plus précieuses, celles tissées au fil d'or, que l'on n'avait pas le droit d'exporter. La Renaissance marque l'apogée de ce luxueux textile. Venise compte alors jusqu'à 6000 métiers à tisser dévolus à la seule confection du velours. Teinte du rouge éclatant procuré par la larve de cochenille importée du Mexique, l'étoffe aux éclats vermillons devient le symbole d'une élite affichant sans complexe son pouvoir et sa prospérité. Les tentures tapissent les murs des palais et des églises de la ville et les portraits de la noblesse vénitienne réalisés par des maîtres du XVIe siècle tels que Titien et Tintoret débordent de cette étoffe qui capte la lumière comme nulle autre. Dans le quartier de Santa Croce, le palais Mocenigo, ancienne résidence d'une illustre famille de la ville, abrite aujourd'hui le musée de l'histoire du tissu. Ici sont conservés les témoignages de la sophistication des velours de l'époque. La couleur la plus présente ici est le rouge, et ce n'est pas un hasard. Venise était réputée dans le monde entier pour la stabilité, la beauté et la profondeur de la teinture rouge qu'elle utilisait pour ses tissus. À Venise, le velours était porté uniquement par les gens importants, les nobles qui paradaient sur la place Saint-Marc, ou encore les procurateurs de Saint-Marc qui siégeaient au palais des Doges. Ces derniers portaient l'étole dite alto basso, qui est l'emblème du velours vénitien. Le motif se distingue du fond du tissu parce que la chaîne de velours a été coupée à 2 hauteurs différentes. C'est une prouesse technique, d'une finesse et d'une élégance tout à fait remarquables. On a aussi ces fils de soie entourés d'or ou d'argent qui permettent d'obtenir des reflets. On peut imaginer qu'à la lumière d'une bougie, il devait briller d'un éclat incroyable. Et ici, c'est l'effet bouclé qui embellit encore plus le tissu, parce qu'en plus du fond entièrement rehaussé de fils d'or, il crée un effet de relief, un signe de puissance et de richesse, qui était justement l'essence de la Sérénissime. Après 5 siècles d'euphorie, la prise de Venise par Napoléon Bonaparte en 1797 et l'avènement de la révolution industrielle mettent un coup d'arrêt brutal à la production du velours. Un homme entreprend pourtant d'éviter à ce précieux savoir-faire de tomber dans l'oubli. Descendant d'une longue lignée de tisserands vénitiens, Luigi Bevilacqua décide en 1875 de relancer la confection de velours sur la lagune. Son coup de génie, préserver la qualité des matières premières et des savoir-faire, tout en profitant des progrès de la mécanisation, comme les cartes perforées jacquard, qui permettent la création de motifs toujours plus complexes. Pour certains velours, nous utilisons jusqu'à 15 000 fils de soie.
ce qui donne non seulement un motif d'un grand raffinement, mais lui confère une immense délicatesse. De sorte que l'on a l'impression d'avoir affaire à, je dirais presque à une œuvre d'art. Les palais gouvernementaux, les institutions les plus prestigieuses du monde entier et les riches particuliers se bousculent de nouveau dès le début du XXe siècle dans ces ateliers en plein cœur de Venise pour se procurer des étoffes perpétuant la splendeur d'antan. La préciosité du velours dépend du temps passé à le réaliser. Là, par exemple, c'est un velours dit coupé, qui est destiné à la Maison-Blanche, à Washington. On parvient à en produire 50 à 60 cm par jour. Ici, en revanche, il s'agit d'un velours ciselé, avec un fond en soie. Et on ne peut pas en produire plus de 20 à 30 cm par jour. Donc, il est plus cher. C'est la première rencontre entre la manufacture de velours et Giuliana Camerino, une styliste vénitienne au début des années 50 qui fait entrer le velours dans la modernité. Elle confectionnait essentiellement des sacs à main et des vêtements. Et elle a décidé d'utiliser le velours ciselé pour ses créations. Elle a eu beaucoup de succès, ce qui nous a apporté énormément de travail. 20 à 25 personnes travaillaient ici à la fabrication de ces velours. J'ai par exemple des photos de Grace Kelly portant le sac appelé Bagongi, qui est aussitôt devenu iconique. Et puis, il y a 20 ans, Madonna s'est elle aussi mise à porter ce sac. Toutes ces personnalités, ces icônes de la mode, ont entraîné un intérêt nouveau pour le velours. 5 générations plus tard, Alberto Bevilacqua et sa poignée d'artisans continuent à tisser ce lien indéfectible entre la ville et son étoffe reine. Je trouve ça magnifique de voir travailler ces femmes, d'entendre le ronronnement des machines, le frôlement du fil de soie qui est enroulé et puis renvoyé vers les bobines, grâce aux engrenages. Cela crée une musique, une harmonie, qui nous ramène délicieusement vers le passé.